Quelle tâche aimeriez-vous léguer à votre intelligence artificielle? Quelque chose dans votre vie que vous ne feriez plus, là. C'est l'IA qui le fait. Vous avez la sainte paix. Sébastien, si on te donne cette possibilité d'éliminer quelque chose dans ta vie, c'est l'IA qui devient ton stagiaire. Oui. Tu fais quoi? Ah, ça serait tellement jouissif, là. Ne plus me demander qu'est-ce que je mange à tous les jours. Choisis mon menu, fais l'épicerie et commande pour que ça arrive chez moi. Ça, là, Hein, qu'est-ce qu'on mange à soir? Non, non, ouais, c'est terminé. Ah, qu'est-ce que mon lunch va être demain? Ah, calme. Ça, t'es un gars de pâtes, c'est sûr, en plus. Un gars de pâtes? Oui. Ben, j'haïs pas ça, mais c'est pas, quand même pas la fin du monde. Non, 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 mais j'haïs pas ça. Mais pense-y, tu te poses plus jamais la question, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie? Qu'est-ce qui te tente? Je ne sais pas. Hey, cette conversation-là, ça peut finir, là. Oh oui! Oh oui, ça, je suis d'accord avec toi. Jess, qui est dans le fin fond de la régie, là, si une chose que tu pourrais te débarrasser, l'IA fait le pour toi, c'est quoi? Ah, ben moi, je pense que j'irais avec la stratégie. Je pense que je demanderais à l'IA de me créer une entreprise et de la gérer à mon nom, puis je gagnerais l'argent. Donc voilà, je lui demanderais d'être... je la soudoirais pour question. OK, donc une gestionnaire de business. Moi, j'avoue que si je pouvais déléguer toutes les tâches qui finissent en âge, le ménage, lavage, avoir quelqu'un qui gère ma maison, là, j'aimerais vraiment ça. Stéphane Ricoul, qui est expert en stratégie IA chez Vauban, qu'est-ce que tu aimerais éliminer de ta vie, toi? Les comptes de dépenses. Ah oui, hein? C'est l'IA qui va payer pour toi? Non, l'IA va les faire pour moi, toi. mes comptes de dépenses, va les déclarer pour moi. Oh, ben oui. T'aurais pas peur qu'il y ait des erreurs? Bon, tu vérifies. Il faut toujours un humain là, dans la loupe, comme on dit, le human in the loop, là. Mais tu fais de vérification. Si on fait faire des tâches par l'intelligence artificielle, par exemple, c'est de la fiscalité ou de la comptabilité, peut-être même de la médecine, est-ce qu'on a des recours contre l'intelligence s'il y a des erreurs? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que l'intelligence artificielle n'est pas considérée comme une personne en tant que telle. C'est sûr qu'il y a une zone grise ou un vide juridique par rapport à ça qu'il va falloir combler à un moment donné. On n'aura comme pas le choix parce que l'intelligence artificielle, la technologie avance extrêmement vite et les tâches qu'on est capable de lui donner peuvent se faire maintenant en toute autonomie. Puis oui, on peut dresser une liste de courses en fonction de ce que vous avez dans le frigo et de vos goûts, puis d'améliorer ça. Puis oui, on peut créer des entreprises, et ça s'est déjà fait, notamment en Europe, des entreprises entièrement créées par l'intelligence artificielle et gérées par l'intelligence artificielle, ou même les intelligences artificielles vont décider d'embaucher un humain parce qu'elles en ont besoin. Ah oui, donc le patron pourrait être l'intelligence artificielle. Exact. Mais ça, c'est déjà en cours, là. C'est pas de la fabulation. C'est déjà en cours, mais on va dire, ce sont des tests qui sont faits. C'est pas déployé c'est pas des des firmes, multimondiales, multi-internationales, pardon. Notre curiosité a été piquée au fait quand on a vu l'article qui nous disait en 10 minutes d'utilisation d'intelligence artificielle, ça pourrait suffire à nous rendre plus niaiseux, plus paresseux, baisser nos facultés cognitives. On s'est dit, bon, ça nous prend un expert en la matière. Est-ce qu'on peut devenir plus épais avec l'intelligence artificielle? J'aimerais ça remettre en contexte ça. Okay? Quand, au 15e siècle, Gutenberg a inventé l'imprimerie, il y a beaucoup de sages qui se sont levés, qui se sont dressés en disant « Oh my God, on va perdre la mémoire, c'est une très mauvaise idée, l'imprimerie. » Quelques siècles plus tard, je ne pense pas qu'on ait perdu notre mémoire. Quand la calculatrice est arrivée, les sages se sont levés en disant « Oh my God, on ne saura plus faire de calcul mental. » C'est pas vrai, on est encore capable d'en faire. Ah oui? Oui. 2 plus 2? Ben oui, 4. Mais le 9 x 9? 81? C'est pas 80. 81. Ah, 81. 81. Quand Internet est arrivé, moi, je me rappelle avoir lu un livre de Nicolas Carr qui s'appelle « Internet nous rend-il plus bêtes ?» On s'est posé cette question-là. Donc là, arrive une autre technologie de rupture qui s'appelle l'intelligence artificielle et on se repose exactement les mêmes questions. Est-ce que ça nous rend plus niaiseux? Ça, c'est la mise en contexte. Dans la réalité, c'est sûr que si tu demandes à l'IA de faire ce que tu fais au quotidien, puis que toi, tu fais plus rien par la suite, ben oui, à un moment donné, ton cerveau va s'atrophier. Là. Tu vas devenir bête, tu n'apprendras plus rien. Là. C'est comme si tu ne sais plus rien, que tu étais une patate de sofa, puis que tu attends que le monde, la vie passe. En revanche, l'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de déléguer à l'intelligence artificielle des tâches que tu aimes moins faire, mais qu'elle est capable de faire extrêmement bien, puis ensuite de pouvoir te concentrer sur des choses à faire à forte valeur ajoutée. Mais
qu'est-ce qui fait du sens sur qu'est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle? Parce que quand je regarde, par exemple, la calculatrice, c'est vrai que quand la calculatrice est arrivée, on a arrêté de faire du calcul mental. Il y en a qui sont très, très bons, là, mais la plupart, j'avoue que ça devient compliqué. Là. Si tu me demandes la racine carrée de quelque chose, je pourrais pas te la nommer. Là, mais c'est vrai qu'aussi les numéros de téléphone, il y a plein de beaux côtés à la technologie, mais quelque part, notre mémoire, on dirait qu'on s'y fie beaucoup. Là. Dans le temps, on cherchait un mot dans le dictionnaire, puis on s'en rappelait. Mais en fait, la mémoire se déplace. On ne se rappelle plus du numéro de téléphone, mais on se rappelle de où on est capable de le retrouver. Dans ton cellulaire, tu sais très bien où aller pour retrouver les numéros de téléphone. Mais sans électricité, je suis foutu. On est pas mal tous foutus sans électricité, effectivement. Je ne sais plus où on s'en allait avec ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle sans affecter nos capacités, par exemple, intellectuelles, cognitives ou notre mémoire? Tu peux lui demander des choses que tu ne sais pas faire. Par exemple, tu veux investir à la bourse, dans une entreprise, peu importe, mais tu ne sais pas forcément lire un bilan comptable. Okay? Tu peux demander à l'intelligence artificielle, tu lui déposes le PDF de l'entreprise, fais-moi un résumé du bilan comptable de cette entreprise-là, puis fais-moi des recommandations, dois-je y investir ou pas? C'est comme si tu utilisais l'intelligence artificielle comme un coach ou un mentor ou quelqu'un qui a une expertise que toi, tu n'as pas. Ça, c'est la meilleure utilisation que tu peux faire de l'intelligence artificielle. Puis ensuite, toi, en tant qu'être humain, tu prends tes décisions. Mais en ce moment, comme l'humain est l'humain et que l'outil est accessible, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Donc, les courriels maintenant sont écrits avec l'intelligence artificielle, les messages sur les réseaux. Souvent, moi, ça me déçoit. Là. Je vois un beau message, puis finalement, je me rends bien compte que cette personne-là n'aurait jamais écrit ça. Je me dis, elle s'est pas dit, je vais m'améliorer en français, je vais juste utiliser ça, donc je vais continuer d'écrire avec plein de fautes. Oui, l'être humain a cette caractéristique qu'il est feignant de base. Donc, si une technologie est capable d'écrire à sa place, il va utiliser la technologie. Mais à un moment donné, l'être humain, il est aussi critique. Puis il le voit très bien que le courriel, ça ne ressemble pas à son style. Ou si ça ressemble à son style, il est peut-être trop élaboré ou ne va pas droit au but, etc., etc. Donc, il faut tempérer ça. Je pense que l'utilisation... C'est nouveau, l'intelligence artificielle. Ça fait 3-4 ans que c'est sorti ou que c'est accessible plutôt. Ça s'est démocratisé, accessible à tout le monde. Il faut laisser le temps au temps. Là, pour l'instant, c'est comme un jouet. Là. On fait tout et n'importe quoi avec ça parce que c'est excitant, puis que ça fonctionne, puis que ça fait des belles choses. Puis à un moment donné, on va rationaliser, puis on va faire une utilisation de l'intelligence artificielle qui va vraiment générer de la valeur dans nos vies. Il y a une autre étude qui nous montrait, par exemple, qu'avec les médecins, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui l'utilisent, l'intelligence artificielle, parfois ça peut aider pour certains diagnostics, mais dans ce qu'ils ont fait comme test, quand ils retiraient l'intelligence artificielle, ils se rendaient compte qu'il y avait une baisse de 22 de leurs compétences quand ils retiraient l'intelligence artificielle. Ils se rendaient compte de ça. Non, j'ai pas lu cette étude-là. Ouais. Je ne suis pas surpris parce que, justement, en matière de médecine, l'intelligence artificielle... OK. La beauté de cette technologie, de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de croiser des millions de données qu'un être humain n'est pas capable. Donc, quand un médecin fait face à une radio, par exemple, qu'il doit analyser, il va l'analyser avec sa connaissance et sa compétence à lui. Quand une IA analyse la même radio, elle l'analyse avec la connaissance et la compétence de millions de médecins à travers le monde. Donc, la différence, elle est là. La baisse de 22%, honnêtement, je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis surpris de ça. Qu'un médecin soit beaucoup plus compétent accompagné de l'intelligence artificielle, fine, ça va ensemble, quant à moi. Et que si on retire l'intelligence artificielle, il retombe à un niveau moins compétent, ça c'est correct, mais perdre 22% de compétences. Je me dis, quand tu t'es habitué de te fier peut-être à quelqu'un, puis tu t'enlèves cette réflexes sont plus ressource-là, là. bien sûr. Oui, mais laisse une semaine s'écouler, puis les réflexes reviennent. Il faut probablement que l'étude aussi est sur un espace temporel beaucoup trop court. Nos gouvernements aussi essaient de légiférer, puis de mettre des projets, puis d'essayer d'encadrer ça. Tu penses quoi de notre stratégie présentement pour régir ou essayer de mettre une structure à l'intelligence artificielle? Premièrement, au Canada, avoir un ministre de l'intelligence artificielle, c'est une excellente chose. Bravo à McCartney d'avoir insisté pour avoir Evan Solomon comme ministre de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, quand on sait que le gouvernement de McCartney est très axé sur l'économie et qui nomme un ministre de l'intelligence artificielle, on comprend que l'IA fait partie de l'évolution économique du Canada. C'est une excellente nouvelle. La deuxième chose, c'est l'infrastructure. Pour faire tourner l'intelligence artificielle, ça prend des centres.
des centres de données. Qui sont aux États-Unis. Et qui s'en viennent ici au Canada. Donc, tout l'argent qu'on va miser sur l'infrastructure va nous permettre, premièrement, de se faire une place sur l'échiquier mondial en matière d'intelligence artificielle. Et deuxièmement, d'aller chercher une certaine forme de souveraineté numérique par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est utopique de penser à une souveraineté numérique quand les plus gros joueurs sont américains? C'est totalement utopique de penser à une souveraineté numérique totale. En fait, le mot souveraineté numérique ne devrait même pas exister. Parce que quand on regarde le Cloud Act, par exemple, des États-Unis, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, même si vous n'utilisez pas des logiciels américains, même si vous avez des centres de données sur votre territoire, si vous utilisez du matériel qui est construit aux États-Unis pour votre centre de données, vous tombez sous le Cloud Act. Il faudrait, en termes d'infrastructure, il faudrait se développer des usines qui fabriquent les puces électroniques, qui fabriquent les cartes. On ne fera jamais ça. C'est des investissements colossaux que le Canada ne peut pas se permettre. Même la zone Europe ne peut pas forcément se permettre ça. Donc oui, c'est utopique de penser à la souveraineté numérique complète. Donc, mais en a-t-on vraiment besoin? On a besoin d'une indépendance. On a besoin des Cohere de ce monde au Canada ou des Mistral de ce monde en France pour contrebalancer le poids justement des grands langages de modèles d'intelligence artificielle américains et chinois. Donc oui, on a besoin d'aller chercher une certaine forme d'indépendance. Donc, est-ce qu'on est plus paresseux avec l'intelligence artificielle, le verdict? Bon, la réponse est oui. On l'est, beaucoup plus paresseux si on se contente de demander à l'intelligence artificielle de faire ce que l'on faisait. Donc oui, on tombe dans le volet paresse. Non, si on profite justement de la puissance de l'intelligence artificielle pour pousser plus loin les choses. Je vous donne un exemple. Étudier un rapport, un bilan financier d'une entreprise, on tombe dans la fainéantise si on se contente de ça. Mais pousser plus loin le curseur sur l'analyse de ce bilan financier de l'entreprise, ça nous permet, nous aussi, d'aller beaucoup plus loin. C'est comme si vous aviez un coach, un mentor, un stagiaire ultra intelligent qui va vous pousser justement à aller beaucoup plus loin dans votre réflexion. Puis c'est là où je trouve ça super intéressant. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Je l'utilise dans mon métier, qui est au niveau vente, on va dire. Mais ce que je fais avec l'IA, je ne le ferai pas seul sans l'IA. Impossible. Et vous parlez de finances. J'imagine que les entreprises vont devoir ouvrir le budget IA parce que c'est pas donné ça non plus quand on veut travailler avec dans les entreprises. C'est excessivement cher. C'est excessivement cher. Le budget IA est déjà ouvert et les entreprises cherchent aujourd'hui à comprendre comment est-ce qu'elles sont capables d'avoir un retour sur leur investissement en matière d'intelligence artificielle. Les projets en IA coûtent très cher parce que ce sont des projets très complexes. En chiffres, ça ressemble à quoi? Des millions de dollars. Ouais. Oui, voire des dizaines de millions de dollars, dépendamment de la taille de l'entreprise et dépendamment du projet en tant que tel. Mais imaginons, là, on parlait de l'exemple de créer une entreprise entièrement automatisée par l'intelligence artificielle, mais imaginons qu'aujourd'hui, une entreprise veuille automatiser grâce à l'intelligence artificielle l'ensemble de ses fonctions d'affaires. Ce sont des dizaines de millions de dollars qu'elle va devoir investir. Mais va-t-elle gagner des milliards de dollars grâce à ça? Peut-être. À suivre. 187 Cube Radio, on a Sylvain au téléphone. Sylvain, l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous rend plus paresseux? Pas du tout. Ça me rend plus performant. Oh! Vous travaillez dans quel domaine? En automatisation et en robotique. Donc, vous, ça devient un essentiel d'utiliser l'intelligence artificielle. Ben en fait, je suis du haut de mes 54 ans, je suis retourné à l'université. C'était un rêve de jeunesse, mais je suis allé en intelligence artificielle simplement pour faire le pont entre les entreprises et l'intelligence artificielle. Et je trouve que un coach, c'est pas le bon terme, c'est plus un assistant. Parce qu'il faut toujours vérifier, toujours vérifier ce que l'intelligence artificielle nous dit tout le temps. C'est pas une certitude encore, c'est intéressant ça. Donc, il y a quand même, c'est pas quelqu'un ou quelque chose qu'on laisse aller, là. Il y a quand même besoin d'encadrement pour l'instant en 2026. La racine carrée de quelque chose, je veux dire, qui a été remplacée par des calculatrices. Je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est un très bon assistant, mais c'est pas la science infuse, pas du tout. Mais dans votre travail, vous avez vu à quel point ça a permis d'être plus performant? C'est-à-dire que si les gens cherchent maintenant un équivalent d'un compétiteur, je suis capable d'avoir le gros portrait, savoir où rechercher et à partir de là,
ben, je peux avoir le focus vers je veux dire, le produit de remplacement que moi, je suis capable de proposer. C'est juste un des exemples, mais c'est aussi à la maison, quand j'essaye de vendre l'idée de faire un cabanon à ma charmante épouse, ben, je veux dire, on peut avoir un plan 3D, je veux dire, avant de l'acheter. C'est un pitch de vente, finalement. Ben, écoutez, moi, pour les nommer ChatGPT, mais ça me coûte, je dirais, 40 $ par mois, mais ça me sauve, je dirais, 500 $. Oh, quand même. J'ai pas besoin d'assistant tout le temps, puis je peux poser des questions de n'importe quelle sorte, puis c'est sûr qu'il faut que je juge la réponse. Puis on vient de trouver des trucs pour vendre nos idées quand ça passe pas au conseil. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Je vais vous voir hocher de la tête en terminant. Stéphane Ricoul, qui est expert en stratégie IA chez Vauban. Donc, d'entendre ce genre d'économie-là, ça vous surprend pas, là? Non, ça me surprend pas. Puis, ce qu'il n'a pas dit, mais qu'il l'a accessoirement laissé entendre, c'est l'accélération que propose l'intelligence artificielle. Oui, il est capable de faire des choses qu'il ne faisait pas, mais je pense qu'il est capable aussi de faire des choses beaucoup plus rapidement qu'il faisait déjà. En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir en chair et en os aujourd'hui. Oui. Bonne journée. Merci d'être passé en studio. Merci beaucoup. Salut.